Histoire de Ousmane Sonko. Ziguinchor à l'aube. L'air sentait la mangue mûre et la terre rouge encore humide de la veille. Le soleil, paresseux, dessinait sur les murs décrépits des maisons les premiers signes d'un jour nouveau. Assis sur le perron de la vieille maison familiale, Ousmane Sonko observait le vent danser dans les branches du baobab, centenaire qui trônait au milieu de la cour. Ce baobab, c'était toute une mémoire. Il avait vu son grand-père fuir les colons, son père enseigner à la Craie Blanche la liberté dans une école sans fenêtre, et maintenant, lui, face au plus grand choix de sa vie. Ousmane avait 37 ans, mais dans ses yeux brûlait une sagesse ancienne, un mélange de lucidité et de colère maîtrisée. Diplômé des plus grandes écoles, fiscaliste de formation, on lui avait proposé un poste stratégique, à Dakar, directeur des douanes nationales. Un poste juteux, sécurisé, respecté. Le rêve de tout fonctionnaire sénégalais. Mais lui, il avait dit non. « Tu refuses l'ascenseur, tu resteras bloqué dans les escaliers », lui avait lancé un vieil ami. Il avait souri calmement et répondu « Moi je ne cherche pas l'ascenseur, je veux reconstruire la maison ». Il savait que refuser ce poste, c'était s'attirer la colère silencieuse des puissants. Mais il ne voulait pas devenir complice. Il avait vu de trop près comment le pouvoir achetait les consciences, détruisait les rêves, étouffait les révoltes avec des enveloppes. Il voulait plus que des discours, il voulait des actes. Dans les rues de Ziguinchor, les gens l'appelaient le fils du vent, parce qu'il allait partout, à pied, sans escorte. Il parlait avec les vendeuses de poissons, les pêcheurs fatigués, les enfants aux pieds nus. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il ne promettait pas des millions, il promettait l'espoir. Sa mère, Mame Dior, une ancienne institutrice, le regardait parfois avec inquiétude. Elle connaissait ce pays. Elle avait vu des hommes droits se faire broyer, dévorés par l'hypocrisie des alliances. Un soir, alors qu'il rentrait épuisé d'un meeting, elle lui tendit un bol de bouillie chaude et dit doucement « Tu veux changer ce pays, mais ce pays ne veut pas changer. Tu es prêt à perdre. Je suis prêt à me perdre s'il le faut. » « Mais pas à trahir, » répondit-il. Il avait fondé un petit mouvement, Jam Ak Gzel, paix et conscience. Au début, on l'avait moqué. « Un autre rêveur » disait-il à Dakar, mais en quelques mois, ses vidéos de terrain devenaient virales. Ses mots résonnaient. Il parlait de justice, de dignité, de souveraineté. Il parlait en wolof, en mandingue, en français, selon les villages. Il ne parlait pas à la France, il parlait au peuple. Mais dans l'ombre, à Dakar, certains commençaient à s'inquiéter. Trop sincère, trop direct, trop dangereux. Un homme comme ça, on ne l'arrête pas avec un débat. On l'arrête avec une stratégie. Ce jour-là, devant le baobab, alors que le vent portait l'odeur de l'orage, Ousmane leva les yeux vers le ciel. Il sentait que la tempête ne faisait que commencer, mais il était prêt. Il était l'héritier du vent. Et le vent, nul ne peut l'emprisonner. Ziguinchor n'était plus seulement une ville paisible du sud du Sénégal. Depuis que la voix d'Ousmane Sonko avait commencé à résonner dans les quartiers, dans les marchés, dans les universités et jusque dans les radios locales, un souffle nouveau agitait les consciences. Ce jeune homme, autrefois inspecteur des impôts discrets, était devenu le symbole d'un rêve trop longtemps étouffé. Celui d'un Sénégal debout, la maison familiale, modeste mais solidement ancrée dans le quartier de l'Indiane, servait de quartier général improvisé. Des jeunes y défilaient chaque jour, proposant leurs idées, apportant leur énergie. Sur une grande ardoise accrochée au mur, des mots guidèrent toutes les discussions. Justice, souveraineté, dignité. C'est là qu'étaient nés Pastef, les patriotes. Mais Sonko le savait. Un mouvement ne peut naître uniquement de slogans. Il fallait des actes, du courage et une vision claire. Il commença alors à parcourir le pays, du Fouta aux ruelles sablonneuses de Pikine, des rizières de Casamance au faubourg de Kaolack. Il ne promettait pas de miracle. Il parlait vrai. Il dénonçait les contrats opaques, les ressources nationales bradées, les élites corrompues qui mangeaient pendant que le peuple jeûnait. Dans chaque village, il posait la même question. Pourquoi devrions-nous vivre dans la pauvreté alors que notre sol est riche, que notre jeunesse est brillante et que notre culture rayonne?
Pourquoi accepter ce destin imposé? Le peuple, longtemps résigné, commençait à lever la tête. Les foules s'épaississaient. Des femmes aux pagnes colorées, des étudiants en colère, des pêcheurs usés, des paysans oubliés, tous voyaient en lui un frère, un fils, un père, qui portait leur voix avec une sincérité rare. Ses discours ne hurlaient pas, ils touchaient. Ils ne jouaient pas au prophète, ils parlaient comme l'un des leurs. Mais pendant que la rue vibrait, les palais frissonnaient. Dans les couloirs feutrés de Dakar, son nom devenait synonyme de trouble. On le qualifiait d'agité, de populiste, de danger pour la stabilité. Certains anciens amis du système, aujourd'hui aux abois, le traitaient de traître. Pourtant, il continuait, imperturbable, déterminé. Un soir d'orage à Thiès, après un long discours sous la pluie, il s'adressa à la foule mouillée mais fervente. « Ce combat n'est pas pour moi. Ce combat est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui viendront après. Même si je tombe, la promesse restera. L'Afrique ne s'agenouillera plus. » Un tonnerre d'applaudissements couvrit le grondement du ciel. Ce jour-là, un vieux griot dans la foule murmura « Ce garçon est un vent de poussière pour les puissants, un vent d'espoir pour les pauvres. » Mais plus l'espoir grandissait, plus l'étau du pouvoir se resserrait. Dans l'ombre, des plans se tramaient déjà pour faire taire cette voix, qui réveillait les âmes. Le palais présidentiel de Dakar, aux murs blancs éclatants et aux jardins impeccablement taillés, cachait derrière ses dorures une atmosphère lourde, presque irrespirable. Ce n'était pas la chaleur de juin qui pesait dans l'air, mais une peur sourde, rampante, celle d'un pouvoir qui sentait sa fin approcher. Le nom d'Ousmane Sonko, désormais chanté jusque dans les villages les plus reculés, revenait à chaque réunion de crise, à chaque conseil restreint, à chaque note confidentielle. Il devient trop populaire. Il parle au peuple, comme si nous étions les ennemis. Il faut agir, et vite! Dans cette tension latente, une femme entra dans le jeu. Elle s'appelait Houka. Personne ne connaissait son vrai nom. On disait qu'elle avait été élevée entre Rabat et Genève, qu'elle parlait 6 langues, qu'elle avait fréquenté les services diplomatiques autant que les salons feutrés des grands hôtels. Longiligne, élégante, toujours vêtue sobrement, elle ne laissait jamais transparaître ses émotions. C'était une ombre parmi les puissants, une conseillère sans poste officiel, mais dont la voix murmurée dans le noir pouvait faire tomber des ministres ou annuler des élections. Le président lui-même, d'un ton grave, lui confia une mission. « Tu dois t'approcher de lui, comprendre ses failles, ses désirs, le détourner ou le briser. » Houka n'avait ni scrupule ni haine. Elle servait l'État, ou du moins ce qu'il était devenu. Sonko, elle l'avait étudié, elle connaissait sa famille, ses discours, ses voyages, ses failles humaines. Mais ce qu'elle n'arrivait pas à cerner, c'était ce feu qui brûlait en lui, ce mélange de sérénité et de rage, ce regard à la fois doux et intraitable. Elle choisit de l'approcher à Saint-Louis lors d'une conférence sur la jeunesse et l'entrepreneuriat. Elle n'était pas là en espionne, mais comme consultante invitée. Sonko, fidèle à lui-même, parlait avec passion des terres agricoles abandonnées, des importations absurdes, du potentiel ignoré de la jeunesse. Lorsqu'il descendit de la scène, elle l'aborda avec un sourire presque effacé. « Monsieur Sonko, vos paroles sont dures, mais lucides. Vous dites ce que beaucoup pensent tout bas. J'aimerais discuter avec vous. » Il la regarda méfiant. « Et vous êtes ? Une citoyenne, une curieuse, peut-être une amie. » Elle ne chercha pas à séduire, ni à manipuler. Elle écoutait, pesait des questions, offrait des pistes, jouait l'intellectuel modéré. Pendant plusieurs semaines, elle le suivit de loin, puis de plus près. Dans les dîners, elle était là. Dans les réunions, elle trouvait une place. Sonko restait prudent, mais intrigué. Un soir, dans une voiture roulant vers Tambacounda, elle lui dit « Vous savez que ce que vous tentez est dangereux. Vous ne faites pas que critiquer un système. Vous menacez des équilibres établis depuis des décennies. Ils ne vous laisseront pas faire. » Il répondit calmement. « Je ne leur demande pas la permission. » Ce fut la première fois qu'elle sentit un trouble. Ce n'était pas un homme naïf. Il savait. Et pourtant, il avançait. Mais Houka n'était pas venue pour l'admirer. Elle avait une mission. Et déjà, dans son téléphone,
Des messages codés partaient vers Dakar. Des rapports, des détails, des moments de faiblesse, des tensions internes dans son équipe. Des indices que les ennemis du peuple attendaient. Dans les couloirs du pouvoir, un piège se resserrait lentement. Et Hawka, la femme de l'ombre, tissait sa toile sans savoir qu'elle allait elle-même s'y retrouver prise. Dans les jours qui suivirent leur première rencontre officielle, Hawka disparut brièvement des radars. Le temps pour elle de réécrire son identité. Elle se réinventa Awa Kouyaté, journaliste d'investigation formée à Paris, spécialiste des mouvements sociaux africains, engagée dans la lutte contre la corruption institutionnelle. Un profil parfait, taillé pour éveiller la confiance de Sonko et flatter ses idéaux. Elle revint dans sa vie par l'intermédiaire d'un podcast panafricain très écouté, Voix d'Afrique debout, qu'elle prétendait animer. Sonko, sollicité pour un entretien, accepta avec une réserve professionnelle. Il l'avait reconnue bien sûr, mais son déguisement intellectuel, sa rhétorique affûtée et sa connaissance des luttes africaines éveillèrent en lui une curiosité mêlée d'admiration. Et je suis fatigué de voir nos leaders dévorer leur propre peuple. Sonko, je crois que l'Afrique doit renaître dans la douleur, mais avec des hommes intègres, des hommes comme vous. Elle le flattait, oui, mais avec intelligence, sans excès, jamais dans la soumission. Elle lui tenait tête même, parfois, dans les débats sur l'unité africaine, sur la place des femmes dans la gouvernance, sur la relation trouble avec la France et les institutions financières internationales. Et Sonko, épuisé par la solitude du combat, trouvait en elle une présence stimulante. Euneko, il commença à lui faire confiance, à lui parler en privé, à la faire entrer dans les coulisses de ses déplacements. Il aimait sa lucidité, son regard qui semblait toujours aller au-delà des apparences. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à chaque rencontre, chaque mot échangé, chaque silence même, devenait matière à rapport, soigneusement encryptée et transmise au palais. Le plan fonctionnait. Et pourtant, quelque chose échappait à Hawka. Elle avait commencé ce jeu froid avec la distance d'une stratège, mais plus les jours passaient, plus elle se perdait dans son propre rôle. Sonko, dans sa sincérité presque désarmante, la désarmait peu à peu. Il ne cherchait pas à l'acheter ni à la dominer. Il l'écoutait. Il croyait en ce qu'elle disait, sans savoir que c'était une mise en scène. Cela la troublait. Une nuit, à Kolda, ils restèrent éveillés longtemps, à discuter sur la terrasse d'un hôtel isolé, regardant les étoiles effleurer la cime des palmiers. « Tu sais, Hawa, tu es différente. Je n'ai pas souvent rencontré des esprits comme le tien dans ce combat. » Elle sourit nerveusement. « Si je te disais que je ne suis pas celle que tu crois, alors je te répondrais que peu importe ton passé. Ce qui compte, c'est ce que tu veux construire maintenant. » Ces mots résonnèrent en elle comme un coup de feu silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, elle douta, mais le piège qu'elle avait posé se refermait déjà. Des photos avaient été prises en cachette, des enregistrements détournés de conversations intimes, des messages interprétés, déformés. Le régime préparait une campagne de dénigrement, un scandale sexuel et politique, pour briser l'homme devant le peuple qui l'admirait. Et Hawka, malgré ses doutes, en était encore la clé. Elle avait ouvert une porte dans le cœur de Sonko, mais sans le vouloir, elle avait aussi entrouvert la sienne. Le vent de Kolda avait changé, moins chaud, plus sec, presque nerveux. C'était comme si la terre elle-même sentait que quelque chose d'énorme s'apprêtait à éclater. Ousmane Sonko, de retour d'un déplacement à Sédhiou, tenait dans ses mains un document brûlant, un dossier que lui avait transmis en secret un ancien cadre du ministère des Finances, aujourd'hui en fuite. Les pages, écornées, portaient des sceaux officiels et des signatures illustres. Ce qu'il y lut fit trembler ses entrailles. Des centaines d'hectares de terres fertiles cédés en silence à des multinationales étrangères pour une poignée de devises. Des villages rasés sans préavis. Des contrats pétroliers signés sans appel d'offres. Des ministres impliqués. Et même le nom du président. C'était le scandale du siècle. Un pillage méthodique du pays déguisé en développement. Le peuple affamé pendant que des élites se repaissaient dans l'ombre. Sonko, les yeux rouges de colère, confia le dossier à 2 de ses conseillers les plus fidèles.
Il savait ce que cela signifiait. Il allait lever un tabou, mettre le feu à une poudrière, risquer sa vie. Ce soir-là, il convoqua Uka, ou plutôt Hawa comme il l'appelait encore. Elle le rejoignit dans une chambre discrète d'un petit hôtel de Tamba, habitué aux rencontres furtives de militants. Il lui montra les documents d'un geste solennel. « Voici ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils cachent. Je vais le révéler. » Uka resta figée. Elle lut rapidement quelques pages, feignant la surprise. Mais elle connaissait déjà ce dossier. Elle l'avait vu circuler dans les couloirs du palais. Classé T21 inhumain, trop explosif pour être diffusé, même en interne. Le régime avait choisi d'étouffer l'affaire en achetant les témoins, en exilant les gêneurs, en muselant la presse. Mais si Sonko le publiait, ce serait la guerre ouverte. Elle sentit un vertige l'envahir. Ce qu'elle redoutait depuis le début arrivait. Elle avait voulu le piéger. Et maintenant, elle voulait le sauver. « Sonko, tu ne peux pas faire ça. Pas comme ça. C'est trop tôt. Ils te tueront. » Il la fixa, surpris par la panique dans sa voix. « Depuis quand as-tu peur, Hawa? Ce combat, c'est celui qu'on mène tous les jours. Moi, j'ai fait mon choix. » Elle se leva, fit quelques pas nerveux dans la pièce, puis se retourna. « Et si je te disais que je connais ce dossier depuis longtemps, que je sais à quel point ils peuvent être dangereux ?» Le silence fut glacial. Sonko se redressa lentement. Son regard changea. « Qui es-tu vraiment, Hawa ?» Elle voulut parler, avouer, supprimer le mensonge. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle tremblait. Elle, la femme sans faille, la maîtresse des secrets, se trouvait à nu. « Je t'ai menti, au début. J'étais envoyé pour t'approcher, pour te piéger. Mais maintenant, » elle baissa les yeux. « Je ne veux plus te trahir. » Un silence lourd s'abattit dans la chambre. Sonko, le dossier à la main, se détourna. Il regarda par la fenêtre comme pour fuir cette réalité plus cruelle que les mensonges du pouvoir. « Alors, tu fais partie d'eux ?» Elle s'approcha, posant sa main sur son épaule. « Non, pas aujourd'hui. Pas depuis que j'ai compris qui tu étais. » Mais la machine était déjà en marche. Le régime avait eu vent du dossier. Le téléphone de Sonko était surveillé. Des ordres avaient été donnés. Neutraliser, discréditer, détruire. Et dans l'ombre, une vidéo trafiquée était déjà prête. Une photo compromettante. Une fausse conversation montée de toutes pièces. La vérité allait être étouffée, avant même d'être révélée. Et Uka devait choisir. Trahir encore, ou trahir enfin ceux qui l'avaient façonné. Le temps des demi-mesures était révolu. L'heure du choix approchait. Et l'étau se resserrait autour de Sonko, l'homme qui avait osé toucher le dossier. Interdit. La vidéo fut publiée un mardi à l'aube, sans préavis, sans explication. Juste une image figée en ouverture. Ousmane Sonko, assis au bord d'un lit. Torse nu, la tête penchée, les yeux perdus. Derrière lui, une silhouette féminine en robe de nuit. Le visage de Uka, ou plutôt Hawa Kouyaté, flouté, mais reconnaissable, pour ceux qui l'avaient vu à ses côtés ces dernières semaines. Le titre était brutal, implacable. Le héros démasqué, la double vie de Sonko. Dans les heures qui suivirent, les médias d'État se déchaînèrent. Talk shows, journaux, chaînes d'infos. Tous relayaient la chute morale de l'homme qui se présentait comme l'espoir du peuple. On parlait de liaisons inappropriées avec une agente étrangère, de relations tarifées, de conspirations sexuelles. Aucun média ne cherchait à comprendre. Aucun ne posait de questions. Ils lisaient tous le même script, écrit depuis longtemps dans les couloirs feutrés du palais. Le peuple, lui, fut pris de vertige. Les plus fervents défenseurs de Sonko crièrent au complot. Ils reconnaissaient les montages, les incohérences, les coupures. Ils savaient. Mais d'autres, fatigués, déçus, doutèrent. Et si c'était vrai? Et si tout ça n'avait été qu'un théâtre? Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Les divisions se creusèrent. Dans les quartiers populaires, on se déchirait. Dans les familles, on se disputait. Dans les rues, le silence tomba. Sonko fut arrêté 48 heures plus tard, sans mandat officiel. Arrêté comme un voleur de nuit, en pleine prière, chez lui à Ziguinchor. Pas un mot ne sortit de sa bouche. Même face aux caméras, même face aux cris, il resta debout, les yeux calmes.
le visage fermé, comme un homme qui savait que le coup viendrait un jour, mais ne pensait pas qu'il viendrait par elle. Et Hoka, elle avait disparu. Pas un message, pas un adieu, rien. Elle s'était volatilisée dans la nuit même où la vidéo avait été diffusée. Certains disaient l'avoir vue monter dans une voiture diplomatique près de l'aéroport, Leopold Sédar Senghor. D'autres qu'elle avait fui au Mali sous une fausse identité, mais personne ne savait. Et ceux qui savaient se taisaient. Dans sa cellule étroite, Sonko pensait à elle, à sa voix, à sa main sur son épaule, à ses aveux. Était-ce sincère? Avait-elle hésité? L'avait-elle aimé? Ou était-ce simplement le piège parfait? Les murs de la prison étaient froids, les heures interminables. Mais ce qui le rongeait, ce n'était pas la cellule. Ce n'était même pas la trahison. C'était le silence, celui du peuple qui l'avait applaudi et qui maintenant hésitait. Celui de ses alliés politiques, effacés, discrets, prudents. Celui de l'Afrique même, qui semblait suspendu entre deux respirations. Et pourtant, dans les rues de Dakar, une rumeur commençait à naître. Faible d'abord, mais persistante. Des jeunes qui ne croyaient pas à la version officielle. Des femmes qui disaient « Même s'il a chuté, il reste l'un des nôtres ». Des voix qui, dans le silence, préparaient le retour de la parole. Mais ce soir-là, dans la nuit des trahisons, le pays se tenait entre le doute et la mémoire. Et Ousmane Sonko, sali, brisé peut-être, devenait malgré lui plus qu'un homme, une énigme. Le vent n'entrait pas dans la cellule, pas un souffle, pas une feuille, juste le grincement des barreaux quand on lui apportait à manger. Le béton suintait l'humidité, les jours se ressemblaient. Et Ousmane Sonko, lui, commençait à douter. Douter non pas de ses convictions, mais de leur portée, de leur poids, de leur sens. Était-il tombé dans un piège naïvement? Avait-il été aveuglé par l'illusion d'une alliée qui n'avait jamais existé? Et surtout, valait-il encore quelque chose maintenant qu'il était seul, enfermé, sali? Ses nuits étaient longues, peuplées de cauchemars. Il revoyait les foules, les mains tendues, les chants, les espoirs. Et puis, toujours, l'image de Houka. Son regard, son silence, son absence. Mais un matin, quelque chose changea. Un gardien, en cachette, lui glissa une enveloppe sous la porte. À l'intérieur, une lettre d'enfant. Une écriture tremblante, au stylo bleu. « Tonton Sonko, à l'école, on nous a dit que tu étais mauvais. Mais ma maman a dit que tu veux juste que nous mangeons tous les jours. Moi, je crois, maman. Khadija, 10 ans, Rufisque. » Il sourit. Pour la première fois depuis des semaines. Et ce ne fut que le début. Chaque jour, de nouvelles lettres arrivaient. Clandestinement. Une étudiante de Thiès. On t'a humilié, mais on ne t'a pas vaincu. Tu es notre voix quand la peur veut nous faire taire. Une mère de Ziguinchor. Même si tu es tombé debout. Et nous, on ne bougera pas. Un ouvrier de Kaolack. Ils ont l'argent. Nous, honte à toi. Les murs de la cellule ne bougèrent pas, mais Sonko, lui, se redressa. Il reprit son carnet, jusque-là resté vide. Il commença à écrire. Non pas une lettre, ni une plainte. Un manifeste. Un texte clandestin, pensé dans la douleur, porté par la foi. Un appel au réveil, à la dignité, à la construction d'un nouveau Sénégal. Sans lui s'il le fallait, mais jamais sans justice. Il y parla des terres volées, des esprits enchaînés, des écoles sans bancs, des hôpitaux sans médicaments, mais aussi des jeunes, de leurs forces, de leurs rêves, de leur colère légitime. Il n'épargna personne, pas même lui-même. J'ai chuté, et je suis resté trop longtemps à genoux. Mais cette terre ne m'appartient pas. Elle vous revient, et elle vous appelle. Le manifeste fut recopié à la main, distribué par des lycéens, partagé dans les marchés, imprimé en tracts la nuit, récité à voix basse dans les bus. On l'appelait la lettre des cendres. Et tandis que le pouvoir se croyait victorieux, quelque chose bougeait. Une braise sous la cendre, un murmure plus fort que les mensonges. Dans sa cellule, Sonko ne savait rien encore, mais il écrivait, et chaque mot qu'il posait était une pierre sur le chemin du retour, le sien ou celui du peuple, car les barreaux peuvent enfermer un homme, mais jamais l'idée d'un... Les nuits étaient encore tièdes à Dakar,
Mais dans les ruelles de la Médina, un vent étrange soufflait, celui de l'attente, du silence chargé de tension. On murmurait que quelque chose approchait, que le pouvoir vacillait, malgré les apparences, que le peuple s'éveillait à nouveau. Et dans ce climat suspendu, Houka revint. Pas dans la lumière, pas par l'aéroport. Elle arriva par la mer, un bateau de pêche au large de Joal. Un visage voilé, une nouvelle identité, un passeport ivoirien. Elle avait fui comme une ombre, elle revenait comme un fantôme. Mais cette fois, elle n'était plus une espionne. Elle portait avec elle les preuves. Des copies de contrats signés à huis clos, des enregistrements d'ordre, donnés pour manipuler l'affaire. Sonko, des échanges de courriels entre hauts fonctionnaires, confirmant la mise en scène du scandale. Et surtout, le plan initial, celui de l'opération Houka, où son nom était mentionné comme instrument d'approche, de séduction puis de destruction. C'était le cœur du complot. Et elle, la pièce maîtresse, devenue témoin à charge. Elle transmit les documents via un contact sûr, un ancien journaliste d'investigation, devenu clandestin, exilé dans sa propre ville. Les preuves, une fois authentifiées, furent envoyées à plusieurs rédactions indépendantes et à des organisations africaines de défense des droits. En l'espace de 72 heures, l'information fuitait partout, même jusque dans la presse étrangère. Les réseaux s'enflammaient. Le régime démentit, bien sûr, parla de deepfake, de documents fabriqués à l'étranger, de terrorisme numérique. Mais la vérité, cette fois, avait un visage, celui de Houka. Et c'est ce visage-là que les forces spéciales vinrent chercher à Keur-Massar, dans une maison abandonnée où elle se cachait. Pas de bruit, pas de procès, pas de droit. Elle fut arrêtée, emmenée et disparue. Mais avant cela, elle avait laissé un dernier message, glissé dans une enveloppe cachée, dans le livre d'un contact fidèle de Sonko. Le livre passa de main en main, des rues de Rufisque au ghetto de Guédiawaye, jusqu'à la cellule même où Sonko était enfermé. Quand il ouvrit l'enveloppe, il reconnut son écriture. Brève, fragile, déchirante. « J'ai voulu t'éteindre, tu m'as éveillé. J'ai menti pour servir l'ordre. J'ai trahi cet ordre pour te servir. Pardonne-moi. S'ils me font taire, que mes aveux te servent. » Sonko resta longtemps immobile, la tête penchée, les doigts tremblants. Puis il demanda un papier, un crayon, et il écrivit une dernière page du manifeste. Mais cette fois, dans un langage codé, que seuls ses partisans sauraient décrypter. Une page pleine de métaphores sur les oiseaux, les arbres, la saison sèche. Mais en réalité, un message d'ordre. Une phrase y revenait en filigrane. « Quand les feuilles tombent, ce n'est pas la fin. C'est l'annonce d'un autre printemps. » Le message sortit de prison caché dans une lettre anodine. Il se retrouva sur les murs, dans les graffitis. Ce fut d'abord une chanson, un air ancien, murmuré dans les marchés, sur les toits, dans les taxis. Une chanson que chantaient les grands-mères au coin du feu et que les jeunes reprenaient aujourd'hui dans les rues. Une chanson de résistance. Puis vinrent les pancartes, simples, griffonnées à la hâte. « On n'oublie pas, libérez notre voix, la dignité n'est pas un crime. » Et enfin, ce fut le peuple, tout entier, qui se leva. Des femmes en boubous aux couleurs vives, des jeunes en jeans troués, des pêcheurs, des éleveurs, des chômeurs, des instituteurs, des lycéens, ceux que l'on n'écoutait jamais, les oubliés, descendirent dans les rues de Ziguinchor, de Thiès, de Kaolack, de Saint-Louis, et même dans les quartiers riches de Dakar. Un cri unique traversait le pays. « Soffit Maintenant ». Les lettres de Sonko sont manifestes. Les révélations de Houka, les humiliations, les mensonges du pouvoir, tout cela avait mûri dans le silence. Désormais, les cœurs s'ouvraient, les poings se levaient. Des femmes âgées, foulards bien noués, criaient aux policiers. « Ce garçon, c'est le fils que le pays attendait. Vous l'avez enfermé, mais vous ne l'avez pas tué. » Des enfants, dans les ruelles, taguèrent les murs. Tombés debout, le régime tenta de contenir la vague. Il envoya la police, puis les gendarmes, puis les chars. Mais plus on frappait, plus les voix grossissaient. Il ne s'agissait plus de Sonko, il s'agissait d'eux-mêmes. Dans ce tumulte, une décision tomba comme un éclair. Un procès serait organisé.
officiellement pour incitation à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État et manipulation de l'opinion publique. Mais sous la pression populaire, les règles changèrent. La cour fut ouverte. Le procès serait public. Des observateurs internationaux furent invités. Des caméras furent autorisées. Et malgré eux, les juges, habitués à juger dans l'ombre, durent siéger en pleine lumière. Le premier jour du procès, la salle était pleine à craquer. Les premiers rangs occupés par des maires, les balcons par des étudiants. À l'extérieur, des milliers attendaient, assis par terre, debout sur des voitures, perchés sur les grilles. Quand Sonko entra, menotté, amaigri mais le regard ferme, un silence profond tomba. Puis, doucement, une voix s'éleva. Puis 2, puis 100, puis 1000. Philagen, Philadugger. C'est ici que ça se passe. C'est ici qu'on se tient. Le juge tenta de frapper du marteau, mais le peuple n'écoutait plus les marteaux. Il écoutait l'histoire. Et tandis que Sonko se tenait à la barre, le monde regardait, et le Sénégal. Il fallut 7 semaines de procès, 7 semaines de tension, de révélations, de plaidoiries ardentes et de silences brûlants. 7 semaines où les masques tombèrent un à un. Les faux témoins, les contrats secrets, les montages numériques, les notes internes du régime. Tout fut mis à nu. Et lorsque le juge, d'une voix neutre mais tremblante, prononça « Mais Ousmane Sonko est reconnu non coupable des faits qui lui sont reprochés », un frisson parcourut la salle. Puis un cri, contenu depuis trop longtemps, éclata. « Liberté, dignité, Philagen !» À l'extérieur, des milliers de gens pleuraient. D'autres dansaient. Des enfants étaient montés sur les épaules de leurs parents pour mieux voir le lion sortir de sa cage. Sonko s'avança, main libre, visage grave. Mais il ne souriait pas. Il savait que ce moment n'était pas une victoire personnelle. Il n'avait pas vaincu. Il avait survécu. 3 jours plus tard, Ziguinchor. Le ciel était limpide. Le silence profond. Dans la cour de la vieille maison familiale, un trou avait été creusé. Sonko, vêtu simplement, tenant un petit baobab dans ses bras, s'avança vers la terre rouge. Autour de lui, des enfants du quartier, des jeunes militants, des femmes, des anciens. Pas de journalistes, pas de caméras. Seulement ceux qui avaient tenu bon quand tout semblait perdu. Il planta l'arbre lentement. Puis, sans micro, il parla. Pour eux, pour tous. Ce baobab, c'est notre mémoire. Ce que nous avons traversé, ce que nous avons appris. La vérité ne se crie pas toujours. Elle pousse, lentement, elle s'enracine. Et un jour, elle donne de l'ombre à ceux qui n'en ont jamais eu. Il fit une pause. Je ne veux pas de vengeance. Je ne veux pas qu'on remplace une injustice par une autre. Je veux qu'on bâtisse, qu'on s'élève. Ce jour-là, aucun mot n'eut plus de poids que le silence qui suivit. Et Hoka, elle fut libérée peu après, sans cérémonie. Aucune accusation ne fut formellement retenue contre elle, mais le pouvoir, affaibli, humilié, ne voulait plus d'elle sur cette terre. Elle choisit l'exil. On dit qu'elle partit au Rwanda, puis au Ghana, où elle vécut sous un autre nom. Elle ne chercha jamais à recontacter Sonko. Elle savait qu'elle l'avait aimé trop tard, et trop mal. Mais dans son carnet, retrouvé des années plus tard, une seule phrase était écrite en wolof. Kuwakstag de Bayerel. Celui qui dit la vérité ne trahit pas son pays. Le baobab, à Ziguinchor, grandit d'année en année. Des enfants y viennent jouer. Des anciens s'y assoient pour raconter l'histoire. Sous ses branches, on ne parle pas de scandale ni de trahison, mais de courage, de pardon et de cette chose simple, la parole.